Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode absolument renversant d'Ici tout commence, diffusé ce jeudi 3 juillet 2025 sur TF1. Car ce 1211e épisode marque un véritable tournant explosif dans l'intrigue estivale de la série. Entre révélations bouleversantes, confrontations douloureuses et chocs émotionnels, les masques tombent, les vérités éclatent et les blessures se rouvrent. Kelly, enceinte de 7 mois, tente tant bien que mal de maintenir l'équilibre fragile du restaurant éphémère. Mais rien ne se passe comme prévu. Lionel découvre qu'elle a couché avec Suleiman, et dans une scène d'une intensité rare, il crache tout devant l'équipe, Suleiman serait le père du bébé. Une bombe qui laisse tout le monde sans voix, y compris Kelly et Suleiman lui-même, qui tombe de haut. Dans l'ombre, Lou révèle un PN bouleversant de sa vie à Clotilde et Joachim, son passé, sa sœur, ses rêves de réunification. Un ado discret qui, en vérité, porte déjà le poids d'un adulte et d'une promesse silencieuse. Et pendant ce temps, Jude joue sa dernière carte pour sauver son projet de café alternatif. Mais entre jazz, chips de manioc et clients désorientés, il risque bien de perdre pied si le miracle ne se produit pas. Enfin, comme un coup près final, Tessier signe une critique impitoyable sur le travail de Kelly, scellant l'échec du service. L'excellence n'attend pas, et la sentence est glaciale, elle n'aura pas de seconde chance. Une journée sous haute tension, où chaque décision pourrait tout faire basculer. Alors attachez vos tabliers car ce jeudi 3 juillet, Ici tout commence passe à l'attaque. Dans l'ombre du restaurant éphémère, l'atmosphère s'alourdit lorsque le chef Sansurin fait son entrée. Il s'attendait à trouver Suleiman en chef de brigade et découvre Kelly, enceinte de 7 mois, à la tête du projet. Visiblement surpris, il demande des explications. Avec une habileté tranquille, Kelly désamorce la situation. Elle sourit, joue la carte de l'assurance. C'est temporaire. Je lance le projet, mais c'est Suleiman qui prendra les rênes du resto en août. Elle veut avant tout protéger le rêve de Suleiman, lui laisser sa place sans interférer. Mais ce que Kelly ignore, c'est que Lionel, posté non loin, a tout entendu. Peu après, Lionel la confronte, le regard noir, la voix tendue de rancœur. « Tu te fous de moi là ? Tu balances que Suleiman va prendre le resto, comme si c'était normal ?» Kelly, désolée, tente de justifier son choix. « Je voulais pas lui briser son rêve, Lionel. C'était pas le moment de lui annoncer ça devant tout le monde. » Mais Lionel ne décolère pas. Il y a autre chose qui le ronge, plus profond que la déception professionnelle. Il lâche d'une voix plus brisée qu'il ne l'aurait voulu. « T'as couché avec lui et maintenant c'est lui le père ? Sérieusement ? » Kelly baisse les yeux. Le silence devient insoutenable. Lionel secoue la tête, dégoûté. « Tu sais quoi ? Ça passe pas. » Mais alors pas du tout. Entre amertume et jalousie, Lionel encaisse la vérité comme un uppercut. Il quitte la pièce, les mâchoires serrées, le cœur en vrac. Un triangle amoureux explosif vient d'éclater en pleine lumière et la tension ne fait que commencer. Dans un moment suspendu à l'ombre d'un couloir de l'Institut, Suleiman confie à Carla un PN secret de son passé récent. Le regard un peu fuyant, mais la voix sincère, il laisse tomber la bombe avec pudeur. À Dinard, pendant le stage Kelly et moi, on s'est super bien entendus. Carla l'écoute, intriguée. Il poursuit, un sourire un peu nostalgique au coin des lèvres. J'ai eu un petit crush, ouais. Et le dernier soir, on a couché ensemble. C'était simple, naturel. Un temps. Puis il ajoute, plus grave. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'histoire à distance. Alors on s'est quitté le dessus. Carla l'observe, un brin déstabilisé. Avec prudence, elle pose la question qui brûle les lèvres de tous depuis le retour de Kelly, enceinte jusqu'aux yeux. Tu penses que tu pourrais être le père ? Suleiman secoue la tête, certain de lui, même si une ombre de doute semble flotter dans ses yeux. Non. On s'est protégé. C'était clair. Mais Carla, fine observatrice, capte bien que malgré ses mots assurés, Suleiman n'est pas totalement serein. Car le timing, les silences de Kelly, son retour soudain tout cela s'enchaîne un peu trop bien. Un doute s'insinue.
Discret mais profond. Et s'il avait tort? Et s'il était, malgré tout le père? Seule dans sa chambre à la ferme Angéline, Kelly hésite longuement, le téléphone entre les mains. Le cœur battant, les mains moites, elle finit par envoyer un simple message à Suleiman. On peut se parler? C'est important. De l'autre côté, Suleiman lit le SMS, intrigué mais pas méfiant. Il accepte de la retrouver. Quand ils se croisent enfin, dans un coin tranquille à l'écart des cuisines, Kelly est tendue, elle tourne autour du pot, évite son regard. Suleiman attend, patient, prêt à entendre ce qu'elle a à lui dire. Mais Kelly n'y arrive pas. Les mots restent coincés. Il lui demande doucement. C'est à propos du bébé? Et là, dans un geste de panique, Kelly recule d'un pas, secoue la tête. Non, non, c'est pas toi. C'est pas pour ça que je voulais te voir. Elle nie catégoriquement, comme si dire la vérité à cet instant allait tout faire exploser. Suleiman, surpris, fronce les sourcils. Il sent que quelque chose cloche, mais Kelly coupe court. J'ai juste besoin qu'on soit en bons termes, c'est tout. Puis elle s'éloigne, rapidement, presque en fuyant. Un désastre émotionnel, et un immense malaise laissé en suspens. Car au fond d'elle, Kelly le sait, mentir à Suleiman, c'est reculer pour mieux chuter et ce mensonge, bientôt, explosera. À quelques jours de son test en conditions réelles, Jude sent la pression monter. Le patron du café a accepté de lui laisser carte blanche pour le service du midi, l'occasion rêvée de démontrer la pertinence de son concept. Mais derrière son sourire affiché, Jude est en panique. Il confie à Zoé, sur un ton un peu fébrile. J'ai un peu survendu le truc, j'ai dit que c'était prêt, mais en vrai, je nage encore. Zoé tente de le rassurer, mais Jude ne cache pas son stress. Et s'il n'y a pas un chat? Et si je fais couler son chiffre? Dans sa tête, 1000 scénarios catastrophes. Pourtant, il s'est donné du mal. Il n'a pas trahi l'esprit du lieu, du moins c'est ce qu'il croit jusqu'à ce que Matteo débarque, un brin moqueur, en grignotant une chips de manioc. Sérieux mec, c'est plus un café, c'est une galerie d'art végan. Jazz en fond, soda banni, Wings à la trappe t'a transformé le spot des habitués en QG de bobo. Jude lève les yeux au ciel, un peu vexé mais lucide. Il se rend compte que son envie de moderniser l'endroit pourrait bien heurter les fidèles du café. Le test approche, et l'enjeu est de taille, séduire une clientèle nouvelle sans perdre l'ancienne. Un vrai numéro d'équilibriste. Le jour J est arrivé. Jude est en cuisine, tendu comme jamais. Il a tout préparé dans les moindres détails, déco épurée, ambiance feutrée, playlist jazz discrète et une carte courte, pensée avec exigence. Mais en salle, c'est le vide sidéral. Quelques tables occupées, un silence pesant, un écho presque gênant dans l'air. Claire et Olivia font partie des rares clientes venues tester le menu. Assises en terrasse, elles observent la carte avec attention. Claire commente en souriant. C'est surprenant, chips de manioc et jus de bissap. On est loin des traditionnels croque-monsieur. Olivia, plus concentrée, goûte son plat avec attention. Elle relève les arômes, analyse les assaisonnements. Puis, elle pose sa fourchette et résume d'un ton juste. Franchement, c'est très honnête. C'est raffiné, travaillé mais sans tomber dans la prétention. Claire opine, visiblement séduite. Olivia ajoute, un peu plus bas. Les prix ont augmenté, c'est sûr. Mais les plats sont à la hauteur. Il y a de la recherche, une vraie identité. En cuisine, Jude guette les réactions. Il a vu le manque d'affluence. Il entend les remarques positives, mais le doute le ronge, est-ce suffisant pour convaincre le patron? Peut-il maintenir une telle exigence avec si peu de clients? Pour l'instant, il savoure à moitié ce succès discret, encore tétanisé par la peur de l'échec. Une chose est sûre, ce premier service, même timide, a révélé quelque chose. Reste à voir si Jude saura transformer l'essai. L'ambiance feutrée du café est brutalement interrompue par l'arrivée de Milan et Tom, en mode supporter, maillot sur les épaules et casquette vissée sur la tête. À peine entrés, ils scannent l'écran au fond de la salle et comprennent très vite.
Attends, ils diffusent pas le match? Lance Milan, franchement agacé. Tom lève les yeux vers la télé éteinte, puis vers l'enceinte qui balance du jazz. Et là, c'est Coltrane, pas la Ligue des Champions. Il s'installe à contre-cœur, feuillette la carte. Leurs sourcils se froncent au fur et à mesure qu'ils lisent. Chips de manioc, ou mou de betterave, et c'est quoi ce truc au millet? S'étonne Milan. Tom, plus curieux, prend le temps d'analyser. C'est innovant, il y a une vraie intention. Je dirais même que c'est ambitieux. Mais la déception finit par l'emporter, pas de wings, pas de soda, pas de match, et des prix qui piquent un peu. Frérot, c'est plus notre QG ici. Allez viens, on va chez Lulu. Ils ont les écrans géants et les frites à volonté. Ils repartent, un peu moqueurs, un peu nostalgiques. Jude, de l'autre côté du comptoir, a tout entendu. Il ne dit rien, mais son regard s'assombrit. Il sait que ses choix ne plairont pas à tout le monde, mais il espérait secrètement que ses potes comprendraient. Le café change de visage, et tout le monde ne semble pas prêt à suivre. Le coup près tombe, froid et sans détour. Le patron du café fixe Jude avec un air grave, presque désolé, mais ferme. Il ne tourne pas autour du pot. Tu t'es tiré une balle dans le pied, Jude. Jude, resté debout derrière le comptoir, tente de garder contenance. Mais la suite fait encore plus mal. Les wins envolés. Le match oublié. Résultat, il y avait 3 clients à midi, dont ma mère. Silence. Le patron sort la fiche du chiffre d'affaires de la journée, la dépose sur le bar. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un désastre. J'admire ton audace, vraiment. C'est frais, original, ta carte a une vraie identité. Mais ici, c'est pas un bistrot bio parisien. C'est un café de village. Si tu veux tenir, tu dois aussi parler au ventre des gens. Et leur ventre, aujourd'hui, ils réclamaient des wins et du foot. Jude tente de répliquer, d'expliquer son concept, ses intentions, mais le patron le coupe doucement. Je te laisse jusqu'à demain. Si le chiffre est aussi bas que ce midi, je pourrai pas te laisser la gérance. C'est pas une question de goût, c'est de survie. Jude encaisse le coup. Il hoche la tête, mais son regard se perd un instant. Toute son énergie, ses espoirs, sa vision menacée d'un coup. Il sait qu'il n'a plus qu'une journée pour redresser la barre. Une journée pour prouver que son café peut être différent et rentable. Tessier entre dans le restaurant éphémère d'un pas vif, l'œil aiguisé, le visage fermé. Dès les premières bouchées, son verdict est sans appel, c'est un désastre. Il dépose sa fourchette avec un soupir glacial et s'adresse à Kelly, qui attend fébrilement son retour. Les langoustines? Pas assez cuites. Quant au sorbet, il est arrivé fondu, comme si on m'avait servi un fond de congélateur. Kelly tente de garder la tête haute, mais les remarques continuent, tranchantes. En salle, j'ai eu droit à une ambiance tendue comme un string. Vos engueulades s'entendent depuis le parking. Comment voulez-vous que les clients se détendent s'ils ont l'impression de déjeuner au cœur d'un pugilat? Autour, la brigade retient son souffle. Tessier se lève, lentement, essuie sa bouche avec une serviette, puis assène la phrase fatale, le regard rivé sur Kelly. C'est un sans faute dans la médiocrité. Un silence de plomb s'installe. Tu as eu ta chance, Kelly. Tu sais ce que j'exige, l'excellence, en salle comme dans l'assiette. Et je te préviens, tu n'auras pas de 3e chance. Puis il quitte la table sans un mot de plus, laissant la brigade sous le choc, et Kelly seule face à l'écho cuisant de son échec. Clotilde, inquiète, confie à Joachim ce qui la trouble depuis plusieurs jours. Depuis l'arrivée de Lou, elle a l'impression que le jeune garçon fait tout pour garder ses distances. Le matin, il quitte la maison sans même toucher au petit déjeuner, prétextant qu'il n'a pas faim. Le soir, il rentre tard, souvent après le dîner, sans prévenir ni vraiment s'expliquer. Clotilde soupire. On dirait un courant d'air il passe, mais il ne s'installe pas. Joachim partage son ressenti. Tous deux réalisent qu'ils doivent trouver un moyen de rendre l'espace plus accueillant, plus personnel, afin que Lou puisse se sentir véritablement chez lui.
Il décide donc de réaménager sa chambre. Clotilde insiste pour retirer les éléments trop enfantins, le jaune pastel qui couvre les murs, les rideaux ornés de girafes et les étoiles phosphorescentes au plafond. C'est mignon, mais c'est plus pour un petit garçon de 6 ans que pour un ado de 17 ans. Il faut qu'il se sente respecté, pas infantilisé. Joachim prend les choses en main et commence à vider la chambre pour la repeindre. Mais en déplaçant une commode, il fait une découverte inattendue, une enveloppe épaisse dissimulée derrière un tiroir. Curieux, il l'ouvre et découvre à l'intérieur une liasse de billets. Il compte rapidement, 2000 € en petites coupures. Il reste figé, troublé. Clotilde regarde ce que j'ai trouvé. Elle s'approche, le visage tendu. Joachim murmure, la voix grave. D'où il tient cet argent? Il vole? Il deal? Clotilde blêmit, incapable de répondre. Ce qu'il pensait être un adolescent discret devient soudain un mystère à élucider. Le soir venu, Clotilde et Joachim savent que le moment est venu d'avoir une discussion sérieuse avec Lou. L'enveloppe pleine de billets leur brûle les doigts, mais plus encore, le silence du jeune garçon, ses absences, son attitude distante tous les pousse à crever l'abcès. Ils s'installent tous les trois autour de la table de la cuisine. Lou, méfiant, les regarde sans trop comprendre. Joachim engage doucement la conversation. On a trouvé quelque chose en rangeant ta chambre. Une enveloppe avec une grosse somme d'argent. On ne veut pas te juger, mais il faut qu'on comprenne. Lou blêmit légèrement, mais il ne cherche pas à fuir. Il baisse les yeux, puis souffle. J'ai pas volé cet argent, si c'est ça que vous pensez. Clotilde, calme mais préoccupée, l'encourage d'un regard. Alors Lou se lance, posément, avec une sincérité désarmante. Je bosse. Depuis 1 an. Je fais des petits boulots dès que je peux après les cours, le week-end, pendant les vacances. Joachim reste interdit. Lou précise. Du ménage, du jardinage, du babysitting, même un peu de peinture quand il y avait besoin. Je prends tout ce que je trouve. Il se redresse légèrement, comme pour affirmer sa dignité. Puis, sa voix se fait plus tremblante, teintée d'une peur sourde. Dans 1 an, j'aurai 18 ans. Je serai majeur. Et seul. Fini l'ASE, les familles d'accueil, tout ça. Un silence s'installe. Clotilde le brise doucement. Mais tu n'es pas seul. Tu es avec nous, ici. Lou sourit tristement, puis murmure. Vous êtes sympa, mais c'est pas chez moi. Et puis, j'ai une sœur. Elle est à Châteauroux, dans une autre famille. Elle a 10 ans. Joachim et Clotilde échangent un regard bouleversé. Je veux qu'on soit ensemble. Quand je serai majeur, je veux récupérer sa garde. Je dois montrer que je peux m'en occuper. Alors j'économise, je me prépare. Lou se fige, les yeux humides, mais la voix ferme. J'ai pas envie qu'elle vive ce que j'ai vécu. Je veux qu'elle soit avec quelqu'un qui l'aime pour de vrai. Clotilde est profondément émue. Joachim aussi. Aucun mot ne vient tout de suite, tant la maturité et la détresse mêlée de ce garçon les bouleversent. Ce soir-là, il ne voit plus un adolescent distant mais un futur adulte courageux, déterminé à construire une vie digne malgré les obstacles. Au restaurant éphémère, l'atmosphère est électrique. La tension est palpable dans la cuisine, chaque geste est nerveux, chaque regard lourd de sous-entendus. Les échanges entre les membres de la brigade sont hachés, coupés de silence plein d'agacement. Et puis soudain, l'implosion, Suleiman, excédé par les critiques à peine voilées de Lionel, claque la porte en sortant de la cuisine. Mais Lionel ne compte pas le laisser partir sans un dernier mot. Il se retourne, fulminant, le visage rouge de colère et de rancœur, et balance, devant toute l'équipe. De toute façon, tu fuis tout, Suleiman. Le pro, le perso et maintenant, tu fuis même ton gosse. Un silence brutal s'abat sur la pièce. Tous les regards convergent vers Lionel, choqué. Suleiman se fige, comme frappé de plein fouet. Qu'est-ce que tu viens de dire? Murmure-t-il, la voix blanche. Lionel, enragé, hausse le ton. T'as très bien entendu.
C'est toi le père du bébé de Kelly. Alors arrête de jouer les mecs parfaits, t'es pas meilleur que moi. Suleiman recule d'un pas, les yeux grands ouverts. Il se tourne lentement vers Kelly, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. C'est vrai? Dis-moi que c'est pas vrai. Kelly reste figée, blême. Son regard fuit celui de Suleiman, mais le silence est déjà une réponse. Son visage trahit la vérité qu'elle redoute tant d'avouer. Elle ouvre la bouche, hésite, puis finit par murmurer. Je voulais t'en parler, je savais pas comment faire. Suleiman est sonné. Il vacille légèrement, secoué par le choc. Un flot d'émotions contradictoires l'envahit, trahison, peur, colère, incompréhension et surtout une immense douleur. Les mots restent bloqués dans sa gorge. Il tourne les talons, incapable d'en entendre plus, laissant Kelly seule face aux regards accablants de l'équipe. Dans la cuisine, plus un bruit. L'annonce vient de tout faire basculer. Et voilà, chers fans de l'Institut Auguste Armand, cet épisode 1211 nous laisse totalement lessivés. Entre déclarations choc, vérités enfouies qui explosent en plein jour et ambitions qui vacillent sous le poids de la réalité, les personnages que nous aimons tant doivent faire face à leurs plus grands défis. Le triangle explosif entre Kelly, Suleiman et Lionel n'a pas dit son dernier mot, la douleur et les non-dits risquent d'emporter bien plus qu'une simple relation. Jude, quant à lui, devra trouver un équilibre délicat entre modernité et tradition s'il veut sauver son rêve. Et Lou, bouleversant de maturité, nous prouve qu'il faut parfois toucher le fond pour se hisser vers un avenir meilleur. Rendez-vous demain pour la suite de cette saga palpitante. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter vos théories en commentaire, et vous abonner pour ne rien rater des prochains rebondissements. À très vite sur la chaîne, et d'ici là restez curieux, restez passionnés.